Bon, eh bien, bonjour et bienvenue à la première web rencontre organisée par la Fabrique en Emploi et Territoire avec l'appui de Jean Dalichou et d'Arnaud Fary qui vont se présenter ensuite. Moi, je suis Manuel Sour, chargé de projet à la Fabrique Emploi et Territoire, donc organisme nivernais pour les visiteurs d'autres départements qui, en fait, on est labellisé Maison de l'Emploi. Juste avant de commencer, je vais vous donner quelques consignes. Pour éviter les problèmes de bande passante, je vais demander à tout le monde de bien vouloir couper son micro et sa caméra, excepté Jean et Arnaud, merci. Ah oui, ça. Voilà, ouais, ouais. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. Arnaud les prendra au fur et à mesure et les posera, enfin les présentera. Nous aurons aussi un temps en fin de web rencontre où vous pourrez à nouveau poser vos dernières questions. Et puis, autre chose, le support de présentation vous sera envoyé après la rencontre, ainsi que l'accès à l'enregistrement, parce que cette web rencontre est enregistrée. Donc, web rencontre sur le sujet de l'emploi partagé, c'est la première, parce que c'est une série de 5. Je vous en dirai un petit peu plus à la fin. Voilà. Arnaud et Jean, je vous passe la parole. Très bien. Je suis Jean Dalichou, je suis gérant d'Asparagus. Asparagus est un cabinet que j'ai créé il y a une petite quinzaine d'années et qui aujourd'hui intervient principalement dans les groupements d'employeurs, que ce soit pour des études ou des accompagnements de groupements d'employeurs. Voilà. Et donc j'ai travaillé avec Arnaud sous la direction de Manuel sur comment l'emploi partagé pourrait servir l'emploi dans le Nivernais. Voilà, donc, moi Arnaud Fary, j'ai créé mon cabinet il y a 3 ans, après avoir été, comme Jean d'ailleurs, secrétaire national du réseau des GEC pendant 5 ans. Et mon cabinet travaille sur les questions de mutualisation d'emploi, mais aussi sur les questions de formation, certification et utilisation de la donnée au service de l'impact social. Voilà. Et j'aurai la lourde tâche de prendre les questions que vous allez poser dans le chat pour les instiller soit pendant les présentations que Jean et moi allons faire, soit à la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant ou pendant les interventions. Nous allons tenter de répondre à toutes les questions, sachant qu'on a la chance d'avoir parmi nous des responsables de GEC, des responsables de GE, des responsables de centres de ressources de GE. Donc, il y a beaucoup d'expertise aujourd'hui dans cette salle Zoom. Très bien. Madame Ougendre et Valérie, je me permets de couper votre vidéo, votre caméra, si ça ne vous embête pas. J'aime pas faire ça. Hein, Au revoir, merci. Non, je n'y arrive pas. Bon. Alors ça, c'est le destin. C'est qu'on est obligé de voir les ouais. Voilà. Donc, je vous donne le support. L'écran est bien partagé? Oui, oui, c'est bon. D'accord, très bien. Bien, Jean, je te donne la parole, je te laisse commencer. D'accord, donc effectivement, merci à tous d'être là donc, pour parler sur les fondamentaux du temps partagé. Ça va durer 3/4 d'heure, 1 heure autour de ces thématiques-là. Donc, eh bien, on va y aller déjà directement. L'idée, c'est de commencer par un constat général de la situation de l'emploi. Un constat qu'on a pu observer, nous, dans les études que nous menons. Et puis après, on partira sur une présentation du temps partagé, en quoi le temps partagé peut être une solution pertinente dans la crise que nous traversons. Donc, le constat général, je ne m'y attarde pas trop. On a tous les jours des chiffres de plus en plus inquiétants, encore aujourd'hui dans l'aéronautique ou dans le bâtiment. C'est même un peu, parfois, ça donne un peu le tournis.
Mais en tous les cas, ce qu'on se dit, c'est que de toute façon, à un moment ou à un autre, les effets du Covid sur la situation de l'emploi vont se faire sentir, soit de façon immédiate, soit de façon un petit peu plus forte à partir de la rentrée. Mais en tous les cas, vous voyez, là, je vous ai mis deux indicateurs, le baromètre Manpower Group qui est sur les perspectives d'emploi pour le troisième trimestre. On voit bien que c'est pas vraiment extraordinaire. Et puis aussi un extrait d'un rapport du Sénat qui a été publié il y a peu de temps et qui dit qu'effectivement, on attend une récession de à peu près 800 000 chômeurs supplémentaires. Donc ça, c'est un constat général. Je dirais qu'il est, comme tout constat, on espère qu'il sera un peu revu à la baisse. Au travers de ce constat général, on a aussi, nous, un constat, je dirais, plutôt lié issu de nos observations, puisque Arnaud et moi, il faudrait passer sur le constat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en charge Voilà, super. Donc, le constat que nous observons à notre petite échelle, c'est qu'on voit qu'un certain nombre d'entreprises redémarrent leur activité, parfois de façon assez forte, et peuvent être confrontées à des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est un premier constat qu'on a observé. Le second constat qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont une reprise beaucoup plus lente de leur activité et donc elles vont commencer à effectivement s'interroger sur comment conduire la vie de l'entreprise avec moins de travail. Et donc, effectivement, on va aller vers l'activité partielle, voire recourir, je dirais, à un plan de sauvegarde de l'emploi. Ça, c'est deux constats excusez-moi, j'ai perdu une oreillette. Voilà, je retrouve la seconde. Ça, c'est les constats. Et notre credo à tous, en tous les cas qui sommes intéressés par les questions d'emploi partagé, c'est de se dire comment on fait pour éviter que les salariés ne rentrent dans la trappe du chômage en essayant de mobiliser une solution externe qui est effectivement le temps partagé. Donc, effectivement, c'est ce qu'on va vous présenter tout de suite. Donc, le temps partagé, juridiquement, ça n'existe pas. Ce sont plutôt des supports juridiques qui comment dirais-je, signent la qualité de temps partagé. Donc, il y a le prêt de personnel, les groupements d'employeurs, les GEC, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, mais aussi l'entreprise de travail à temps partagé. Il y a aussi de la pluriactivité. Aujourd'hui, nous, on va souhaiter travailler avec vous sur trois de ces thèmes, c'est-à-dire le prêt de personnel, le GE, les GEC et l'entreprise de travail à temps partagé. En fait, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le temps partagé, c'est une autre façon de travailler, une autre façon de recruter. C'est recruter au-dessus de ses moyens, accéder à des savoir-faire que l'entreprise seule ne pourrait pas avoir, soit parce qu'elle n'a pas les moyens, soit parce qu'elle n'a pas le temps suffisant. Donc, le temps partagé, moi je le définis comme tel, et j'y vois deux intérêts majeurs. Le premier, c'est une flexibilité pour l'entreprise qui va faire appel effectivement à des salariés en fonction de ses besoins. Et puis, pour les salariés, il y a une vraie sécurité parce que ce qu'on va vous présenter, ça provient du Code du travail. Il n'y a rien qui soit en dehors du Code du travail. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et l'autre point que je vois sur les apports du temps partagé, c'est effectivement
possibilité de maintenir des compétences sur le territoire, éviter que les compétences qui sont nécessaires aujourd'hui partent, parce qu'effectivement, il y aurait moins de travail. Donc voilà, l'apport du temps partagé, globalement, c'est ça. Et donc, du coup, un autre baromètre, celui-là dont les indicateurs sont plus tournés vers la droite, autant pour le premier baromètre, c'était vraiment tourné vers la gauche. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment très positif. Aujourd'hui, plus de 400 000 professionnels sont en temps partagé. Alors, le temps partagé aussi, à part certains, je dirais, métiers qui sont des métiers à statut, comme l'expert comptable, par exemple, il n'y a pas de limite à la notion d'emploi en temps partagé. On a aujourd'hui des RH à temps partagé, des qualiticiens à temps partagé. Enfin voilà, c'est aussi toute une palette de métiers qui sont intéressants. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quand il y a eu ce baromètre du travail à temps partagé, la vision que les salariés donnent de ce mode d'organisation du travail, c'est que 93% souhaitent conserver ce mode-là d'organisation. Et vous le voyez pour des raisons assez diverses, hein, la diversité des rencontres, des missions, la sécurité, j'en parlais à l'instant, l'expérience acquise, hein, le transfert de savoir-faire, c'est-à-dire on dit souvent qu'un salarié va apporter à l'autre entreprise ce qu'il a acquis comme expérience dans une autre entreprise. C'est aussi l'autonomie, mais il y a aussi le versant, je dirais, un peu difficile, c'est-à-dire il y a certes de l'autonomie, mais il y a aussi, il faut savoir gérer cette autonomie, c'est pas toujours donné à tout le monde. Et puis, dernier point, c'est aussi les possibilités de réajuster les temps de travail en fonction des demandes des entreprises. Voilà, ça c'est, je dirais, un cadre général sur le temps partagé. Ce qu'on vous souhaiterait maintenant faire, c'est vous présenter trois types de solutions, en insistant beaucoup sur les deux premiers, à savoir le prêt de main-d'œuvre et les groupements d'employeurs. Donc, sur le prêt de main-d'œuvre, on est sur quelque chose de ponctuel. Vous avez une entreprise A qui a trop de salariés et qui souhaite prêter à une entreprise B qui, elle, est en manque de salariés, un ou plusieurs salariés. Voilà, c'est, je dirais, relativement simple à comprendre. Hein. Donc, c'est quelque chose qui peut se mettre facilement en place. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que d'abord, effectivement, c'est une solution sécurisée. Hein, elle est prévue par le Code du travail, c'est la loi Cherpion, pour ceux qui sont spécialistes du Code du travail. Et puis, donc, comment ça se passe? C'est que, effectivement, les salariés qui le souhaitent, hein, c'est-à-dire qu'il faut l'accord du salarié pour le faire. Donc, des salariés peuvent être transférés provisoirement depuis leur entreprise vers une autre entreprise qui aurait du manque de personnel. Hein, donc, effectivement, ça se fait relativement simplement. Il faut une convention de prêt de personnel et un avenant au contrat de travail du salarié. Ce que je souhaiterais juste dire là-dessus sur le prêt de main-d'œuvre, c'est qu'effectivement, c'est relativement rapide à mettre en œuvre, sous réserve qu'il y ait une animation locale pour mettre en relation l'offre et la demande. Souvent, les entreprises peuvent aussi se connaître. Hein. Durant le confinement, moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner 2 entreprises pour une convention de prêt de personnel. Voilà, ça s'est fait, elles se connaissaient, elles se sont interrogées sur le prêt de personnel et donc on les a accompagnés. Juridiquement, ça marche comment? Donc, je disais avec une… Juste, Jean, Oui. pour dire que ça peut se faire aussi
à petite comme à grande échelle. Pendant la crise du Covid, le DRH d'Intermarché, par exemple, a monté des partenariats sur le prêt partagé, sur des postes de caristes, de conducteurs, de poids lourds. Parce que entre les absences pour garde d'enfants, les maladies et puis la hausse de l'activité dans les grandes surfaces, il y avait 1200 postes sur lesquels il a communiqué en disant moi je suis prêt à travailler sur du prêt de personnel sur ces 1200 postes. L'État a d'ailleurs en avril fait paraître des nouvelles conventions dont tu vas parler. Oui. Mais ça peut se faire aussi, ça peut se faire à petite, mais aussi à grande échelle, en sachant que même avec Intermarché, les 1200 postes ont été loin d'être couverts parce qu'effectivement, il n'y avait pas cette animation et cette proximité et que ça a été fait un petit peu de façon dans l'urgence. D'accord. Ben voilà, donc effectivement, que ce soit à grande ou petite échelle, il y a un support juridique. Le premier support juridique qui va apparaître de façon miraculeuse, voilà. C'est donc effectivement deux règles juridiques. Dans un premier temps, c'est un avenant au contrat de travail du salarié de l'entreprise A. Cet avenant, eh bien, on va lui mettre quel est le travail qui va lui être confié dans l'entreprise d'accueil, les horaires, les lieux, les activités particulières. Il faut savoir que le salarié qui accepte, lorsqu'il est en prêt de personnel, son contrat est ni suspendu ni rompu. Il faut, en revanche, si vous avez dans votre entreprise des institutions représentatives du personnel, il faut les informer. Alors, dans le cadre du Covid et puis de post-Covid, l'avenant au contrat de travail et la convention type mise en place par le ministère du Travail relativise, si je puis dire, la possibilité d'informer si ce n'est pas possible d'informer les institutions représentatives du personnel, on peut quand même passer cette convention. Et là, voilà. Donc, dans un premier temps, l'avenant pour le contrat de travail, et en second temps, une convention entre l'entreprise A et l'entreprise B, avec dans cette convention le nom du salarié, sa qualification, la durée du prêt, etc. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête sur cette ce type-là de temps partagé, c'est que le salarié ne peut pas être sanctionné s'il refuse, s'il décide de ne pas aller alors qu'il y aurait une entreprise qui serait éventuellement intéressée. Il ne peut pas être ni sanctionné, ni licencié, ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Il maintient aussi intégralement son salaire. Ça, c'est un point essentiel. Et puis, d'un point de vue, je dirais, financier, entre l'entreprise A et l'entreprise B, l'entreprise B va rembourser à l'entreprise A les charges, enfin le salaire, les charges et les frais de personnel. On est donc bien là aussi sur une opération à but non lucratif. Voilà. Et donc, à l'issue du prêt, eh bien, le salarié prêté retrouve son poste ou un équivalent et sa rémunération n'est pas modifiée. Voilà donc une première forme de temps partagé qui nous paraît aujourd'hui, au regard de l'activité restreinte qui va pas tarder à arriver, être une solution assez simple à mettre en marche, puisqu'on est effectivement sur un face-à-face, je dirais, entre deux entreprises. Donc là, on est sur quelque chose, sur une mutualisation limitée entre deux entreprises. Et il y a aussi la seconde solution qu'on souhaite vous présenter, c'est la solution des groupements d'employeurs.
Si tu me permets juste une précision sur le prêt de main-d'œuvre, tu parlais de l'importance de l'animation, et donc c'était pour donner l'information selon laquelle la Fabrique Emploi et Territoire va déployer à partir de septembre 2020 un dispositif de conseil de premier niveau aux employeurs nivernais, qui va s'appeler donc Info RH 58. Et dans ce cadre-là, on pourra accompagner les employeurs qui veulent utiliser ce dispositif de prêt de main-d'œuvre. Ok, ben voilà, donc effectivement, là, tu traduis, est-ce que moi je pense effectivement être une des réalités vraiment pour que ça fonctionne bien, c'est cette animation territoriale. Voilà. On continue avec la seconde solution, le groupement employeur. Donc là aussi, on est sur quelque chose On peut peut-être laisser quelques questions. Jean, bah excuse-moi, oui, mais bien sûr. n'hésitez pas si vous avez des questions relatives au prêt de main-d'œuvre. Alors voilà, voilà. Donc j'ai la durée maximum du prêt de main-d'œuvre. En fait, la durée le prêt de main-d'œuvre, il n'y a pas vraiment de durée maximale qui est prévue par le Code du travail. En revanche, il ne faut pas non plus que ça devienne, si vous voulez, un mode. C'est vraiment quelque chose de provisoire, quoi. Moi, j'ai accompagné un réseau d'associations de maintien à domicile des personnes âgées qui avaient des prêts de main-d'œuvre à durée indéterminée, si je puis dire, et ils ont été rattrapés par l'inspection du travail parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui doit durer, on va dire, oui, c'est vraiment provisoire. Donc, c'est compliqué de répondre en disant c'est 12 mois au maximum. C'est effectivement au cas par cas, mais en tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui peut effectivement être… non, dans la convention, ce n'est pas indiqué. Après, ben, c'est à vous, dans la convention, quand vous allez avoir la convention entre l'entreprise A et l'entreprise B, vous allez mettre la durée maximale de la mise à disposition. Est-ce que j'ai répondu à la question? Donc, quelque chose qui n'est pas prévu, enfin, qui n'est pas limité dans le temps par le Code du travail, mais qui va être limité dans la convention entre les deux entreprises. Voilà. Merci. En sachant, Jean, je me permets, c'est que une des faiblesses de ce dispositif, enfin, c'est une protection bien sûr pour tout le monde, c'est que c'est très encadré, ça va être très précis, c'est-à-dire qu'on doit préciser les horaires exacts. On ne peut pas dire sur cette période-là, il y aura un prêt de main-d'œuvre de X jours. Ah oui, oui, on doit être très précis sur, entre guillemets, l'affectation ou le prêt, la nature du prêt du salarié. Effectivement, je dirais, c'est relativement simple à mettre en œuvre, mais il y a effectivement cette convention type qui est proposée par le ministère du Travail. C'est plus simple de la reprendre et vous verrez que dans cette convention-là, ben, effectivement, il y a un certain nombre d'items qui sont à mettre en œuvre, notamment la durée, et ne serait-ce pour des raisons je dirais, de responsabilité. Il faut effectivement là-dessus être très rigoureux. Voilà. Mais c'est aujourd'hui quelque chose qui commence à bien se mettre en œuvre, voilà, comme première solution de travail à temps partagé. La seconde, sauf s'il y a d'autres questions, c'est effectivement les groupements d'employeurs. Donc là, on est dans quelque chose qui est encore plus cadré, qui a 35 ans d'âge, un peu plus, hein, qui est né de la loi au début des années 80. Donc là, on est sur un collectif d'entreprises. Alors, quand je dis entreprise, c'est vraiment apprendre au sens personne morale, hein, puisque ce sont des entreprises, des associations, ça peut être aussi des collectivités territoriales. Je ne rentre pas dans le détail
des répartitions ou de la TVA entre entreprises et associations. Mais en tous les cas, un collectif d'entreprises va créer un groupement d'employeurs sous forme coopérative ou associative. Alors, coopérative, là aussi, c'est relativement récent, ça reste encore quelque chose de marginal, mais même si ça commence à se développer. Donc aujourd'hui, on va dire qu'à peu près, j'espère que pas me tromper, mais à peu près 98% des groupements d'employeurs sont sous forme associative. Et donc, bah, vous voyez là dans le schéma aussi qu'on propose pour présenter le groupement d'employeurs, bah, en fait, le groupement d'employeurs va embaucher des personnes en fonction des besoins qui ont été, je dirais, identifiés par les entreprises. Donc, le groupement employeur va recruter des salariés. Le salarié est donc salarié du groupement et il est mis à disposition de l'entreprise pour un temps donné. Alors là, pour le coup, autant sur le prêt de main-d'œuvre, on pouvait aussi s'interroger sur la mise à disposition. Vous avez le groupement d'employeurs, on est sur un principe de temps partagé, mais on va voir qu'un certain nombre de groupements d'employeurs, notamment les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, sont sur sur une mise à disposition unique. Donc voilà, donc on a ce schéma-là qui permet de fonctionner. Donc le groupement embauche la personne, la personne est mise à disposition et l'entreprise adhère. Ce qu'il faut bien avoir en tête, effectivement, comme le montrait la slide suivante, c'est qu'effectivement, on a donc une structure associative ou coopérative, je corrigerai, je vous en prie de m'en excuser. On a là quelque chose dont l'objet social est relativement limité. Autant dans les associations auprès desquelles nous sommes tous membres, l'article 2 du statut associatif est relativement large, autant dans un groupement d'employeurs, la loi dit bien que le groupement d'employeurs ne peut avoir que de la mise à disposition de salariés en direction de ses membres. Et ça, c'est donc un point essentiel, c'est-à-dire que le groupement d'employeurs ne peut avoir d'activité qu'en direction de ses membres. Il ne peut pas faire en dehors de ses membres, il ne peut pas avoir d'activité. Et donc, ce qui a été rajouté depuis quelques années maintenant sur l'objet social du groupement d'employeurs, c'est que le groupement d'employeurs peut aussi, pour ses adhérents, apporter une aide ou un conseil en matière RH ou de gestion des ressources humaines. On ne peut pas faire autre chose dans un groupement d'employeurs que ça. Et donc là, c'est donc, moi je dirais, une forme de club où il y a effectivement quelque chose qui est en commun entre les entreprises et donc on ne peut travailler que pour elles. Ça, c'est le premier élément juridique à avoir bien en tête. Le second, c'est qu'on peut avoir des groupements d'employeurs dits multisectoriels ou des groupements d'employeurs de branches. Alors, multisectoriel, ça veut dire qu'ils vont appartenir à plusieurs secteurs d'activité et qu'ils vont partager du personnel alors qu'ils ne sont pas de la même branche. Après, vous avez des groupements d'employeurs dits de branche, ça peut être notamment dans le transport de marchandises. Donc là, on va avoir aussi la possibilité d'avoir des groupements d'employeurs qui sont constitués uniquement d'entreprises de la même branche collective, de la même convention collective. Donc, ça veut dire aussi que le groupement employeur va appliquer une convention collective. Voilà. Et puis, le dernier point important à avoir en tête par rapport, je dirais, aux fondamentaux du temps partagé, c'est que le groupement employeur, c'est vraiment un outil à la main des entreprises adhérentes. C'est-à-dire, ce sont les entreprises adhérentes qui forment la gouvernance du groupement d'employeurs. C'est elles qui vont décider des embauches, c'est elles qui vont décider du modèle économique,
du coefficient de refacturation, c'est vraiment les entreprises qui sont à la manœuvre. Et elles le sont d'autant plus à la manœuvre que dans un groupement d'employeurs, il y a une règle qu'il faut prévoir dans les statuts. C'est la règle, une règle d'ordre public qu'on ne peut donc pas, on peut pas s'en défaire, c'est la responsabilité solidaire. C'est-à-dire qu'en cas de dette salariale auprès des organismes créanciers ou des salariés, et si jamais il y a cette dette-là, les entreprises adhérentes, selon des règles qu'elles auront fixées dans leur statut, qui vont être emmenées à payer les dettes. Donc, on est bien dans quelque chose où, effectivement, ça ne se fait pas comme ça. C'est complexe, mais en même temps, ça donne effectivement beaucoup de résultats positifs. Mais voilà, il faut avoir en tête qu'on ne vient pas dans un groupement d'employeurs parce qu'on a un besoin ponctuel. C'est un outil qui est vraiment extrêmement intéressant, mais sur lequel, en tant qu'entreprise adhérente, eh bien, on a de la responsabilité, notamment cette fameuse responsabilité solidaire. Donc là, c'est le cadre, je dirais, général des groupements d'employeurs. Il y a maintenant un autre type de groupements d'employeurs qui sont les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Et je laisse à Arnaud le soin de les présenter. C'est gentil. C'est gentil. Oh, je t'en prie, c'est normal. Hein. Moi, ce que je voulais pour renforcer encore ce que tu disais, nous, quand on travaille avec des groupements d'employeurs qui soient de dimension départementale ou infradépartementale, ou quand on croise des micro-GE, cette question de l'objectif commun est très importante. Moi, c'est personnel comme analyse, mais je pense que le statut associatif, avec sa non-lucrativité totale, et permet cette rencontre beaucoup plus facilement entre entreprises. Et permet surtout pour les gros groupements d'employeurs, et on va parler aussi des GEC qui sont parmi souvent dans les plus gros groupements d'employeurs, ça permet j'allais dire, de neutraliser toutes les critiques potentielles du type le président fait ça pour que ça arrange sa boîte, ou il va être au bureau parce que si on est au bureau du groupement, on va avoir des avantages. Vraiment, le fait d'avoir cet engagement commun, cette contrainte commune, comme le dit Jean, avec la responsabilité solidaire, c'est quelque chose qui peut être très, très positif, à condition qu'il n'y ait pas de prévention et qu'on se fasse confiance. Et souvent, la non-lucrativité totale permet de fonder des bases pour se faire confiance. Après, les GEC, donc c'est une des déclinaisons possibles et ça correspond à une des situations dont Jean avait parlé, c'est-à-dire actuellement, malgré l'augmentation du chômage qui a très largement commencé et qui malheureusement devrait se continuer, il y a des secteurs qui connaissent toujours des problématiques de recrutement avec des métiers en tension. Alors, on travaille avec Jean et je travaille sur d'autres dossiers, mais alors bien sûr dans les EHPAD, où les aides-soignants et aides-soignantes sont très rares et très demandés. Donc, bien sûr que la crise n'a pas diminué le nombre d'aides-soignantes, mais malheureusement aussi dans certains secteurs, sur des zones en Rhône-Alpes, par exemple, où les entreprises de transport, alors je sais qu'il y a la directrice du GEC Transport ici, nous disent, écoutez, on sait qu'il y aura quelques entreprises qui vont s'arrêter, donc il y aura des chauffeurs qualifiés qui vont être, entre guillemets, sur le marché, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que globalement, grâce à tout ce qui a été mis en œuvre, les entreprises ont tenu. Et on sait que même s'il y a des PSE qui arrivent, le mécanisme des PSE ne va pas générer ou induire des reconversions immédiates de ces personnes, parce que là aussi, la sécurité va les inciter naturellement à essayer de trouver quelque chose avec un métier, un nouvel emploi, avec les compétences qu'ils connaissent déjà. Et donc, on est dans une situation où il va y avoir beaucoup de chômage, mais où il va persister malheureusement des métiers en tension. Et typiquement, le GEC
est un outil qui permet de répondre à ces besoins. Ça a été créé historiquement dans l'agriculture et ça a été très très rapidement repris, notamment par le bâtiment. Maintenant, c'est dans une vingtaine de branches. Et l'idée, c'est de faire en sorte de mutualiser des parcours en contrat en alternance, mais aussi une force de recrutement, d'accompagnement, de médiation au sein des entreprises et des organismes de formation pour faire en sorte que des publics qui n'auraient pas pu être recrutés en direct par des TPE, des PME ou même des grosses entreprises, eh ben, puissent, après un parcours au sein du GEC, être recrutés par les entreprises de territoire qui en ont besoin. Donc, ça peut concerner tous les types d'entreprises. On le voit dans le bâtiment ou dans l'industrie. Il y a des artisans, il y a les grands majors du bâtiment. Dans l'industrie, il y a des majors comme Danone qui bossent avec leurs sous-traitants pour créer ces parcours. Ça concerne, j'ai les chiffres devant les yeux parce que je ne les connais pas par cœur, 7000 entreprises en France. L'an dernier, ça a concerné 16 000 salariés. Et cette sécurisation dont parlait Jean, grâce au système groupement d'employeurs, mais aussi à ce travail d'accompagnement et de médiation, fait que les sorties dans l'emploi sont extrêmement intéressantes puisqu'il y a depuis des dizaines d'années environ 70% des publics qui sont embauchés par le GEC qui permettent du coup de répondre aux besoins exprimés par les entreprises de territoire et qui permettent de stabiliser les salariés sur le territoire. En sachant que ce qu'on voit se développer de plus en plus, c'est qu'à la sortie des GEC, les entreprises créent des groupements d'employeurs parce qu'elles ont créé cette affection socio-étatiste, là, pour faire un peu pédant entre elles. Elles se sont aperçues que ça marchait pour répondre à leurs besoins de recrutement. Derrière, elles n'ont pas toutes nécessairement les moyens de recruter à temps plein sur toute l'année ou quelques jours par semaine les personnes qui sortent et qui ont pourtant les qualifications qu'elles demandent, mais elles créent un groupement d'employeurs pour optimiser, j'allais dire, le travail réalisé ensemble au sein du GEC. Et du coup, ça permet non seulement de former, mais aussi de stabiliser à 2, 3, 4 entreprises les personnes qui ont acquis non seulement les compétences, mais aussi l'expérience professionnelle dont elles ont besoin pour travailler sur le territoire. Et donc là, même si du coup le GEC est une déclinaison un peu atypique du groupement d'employeurs, puisque ce sont des contrats en alternance à durée déterminée, ben on arrive au phénomène dont parlait Jean, c'est-à-dire un regroupement d'entreprises qui recrutent différemment. Donc, c'est ça les résultats qu'on constate sur le terrain. Et puis, des personnes qui, au départ, ne pensaient pas pouvoir travailler sur leur territoire, qui avaient prévu parfois d'aller ailleurs parce qu'elles ne trouvaient pas d'emploi et qui, du coup, eh ben, se stabilisent, développent de nouvelles compétences, répondent aux besoins de développement des entreprises de territoire et font en sorte de participer au développement économique. Et c'est vrai que dans l'étude qu'on avait menée avec Jean pour la Fabrique Emploi et Territoire, il y avait des secteurs qui étaient apparus comme vraiment potentiellement aptes à créer des GEC, parce qu'on s'apercevait qu'il y avait par exemple des nouvelles entreprises dans l'industrie qui s'installaient et qui disaient « mais moi j'ai besoin de nouvelles compétences et je suis prêt à m'investir pour la formation de mes futurs salariés ». Et à contrario, qui disait aux agences de développement du territoire, si moi je n'ai pas de personnes ou de solutions à court moyen terme pour recruter des personnes qualifiées, je ne vais pas m'installer chez eux. Et Arnaud, si tu me permets, je te confirme que suite à l'étude que vous avez menée avec Jean, nous travaillons là un projet de GEC en viticulture, donc sur le secteur de Sancerre-Pouilly. À un peu plus long terme, un projet de GEC dans le domaine des services à la personne. Et puis, on a aussi proposé un territoire d'industrie qui est présent sur l'ouest du département de travailler avec le GEC Industrie du 71. Ah, très bien. OK. Sur la présentation du GEC ou du GE, est-ce que vous avez un certain nombre de questions, des observations, des critiques à formuler, des interrogations?
où tous les micros sont coupés. Bon, alors à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est de voir la dernière solution, et puis après, ça vous permettra de fourbir vos armes en vue de quelques questions. La troisième solution, c'est l'entreprise de travail à temps partagé. Ça, c'est un petit ovni qui est apparu il y a une quinzaine d'années dans une loi. En fait, pendant longtemps, il y a eu une idée comme quoi les groupements d'employeurs ne se développaient pas parce qu'il y avait cette fameuse responsabilité solidaire et puis ensuite parce qu'il y avait le statut associatif. Donc, du coup, le législateur s'est dit, si on enlève ces deux contraintes-là, eh ben, on va avoir une explosion du temps partagé. Donc, du coup, on crée l'entreprise de travail à temps partagé, sauf que c'est une entreprise qui n'est pas forcément sous but associatif. Hein, elle peut être effectivement une entreprise à caractère commercial. Et puis, il n'y a pas la responsabilité solidaire, puisque comme c'est plutôt comment dirais-je, l'entreprise doit elle-même apporter une caution, voilà, pour éviter que ce soit les entreprises qui payent la responsabilité. D'ailleurs, on voit bien qu'on parle d'entreprise cliente, là où dans les groupements employeurs, on parle d'entreprise adhérente. Sinon, vous voyez que le cadre est assez identique à celui qu'on a proposé tout à l'heure pour les groupements d'employeurs. Si vous enlevez ETTP en haut, vous avez globalement la même chose qu'un groupement d'employeurs. Bon, il y a eu effectivement cette idée-là. Aujourd'hui, il y a quelques entreprises à travail à temps partagé qui sont mises en place, mais on ne peut pas dire que le résultat ait été à la hauteur des attentes du législateur lorsqu'il a créé la structure. Ce qui, moi aussi, je ne dis pas que ça ne m'étonne pas, mais ce que j'observe surtout, c'est que cette question de responsabilité solidaire telle qu'elle est définie par les statuts des associations n'est jamais en fait un frein à la création d'un groupement employeur. Ça, c'est une idée à combattre enfin en tous les cas, moi, que je combats. Si une entreprise dit « je ne suis pas prête à venir dans un GEC, je ne suis pas prête à venir dans un groupement employeur », parce qu'il y a cette question de responsabilité solidaire, c'est parce qu'en fait, elle n'est pas prête du tout à partager son personnel. C'est pas la responsabilité solidaire. En fait, ici, là, c'est un faux nez. Hein, c'est quelque chose dont elle va se servir pour dire je viens pas. Mais en tous les cas, moi, je considère que non seulement c'est pas un obstacle au développement des groupements d'employeurs, mais au contraire, c'est une force, puisque ça renforce le collectif. Et de fait, on voit aussi que le fait qu'il n'y ait pas dans l'entreprise à temps partagé, qu'il n'y ait pas cette responsabilité solidaire, ça n'a pas créé des centaines d'entreprises à travail à temps partagé. Donc voilà, moi je vois surtout cette troisième solution. Voilà, on la présente, il y a quelques structures qui fonctionnent, mais avant tout, effectivement, c'est quelque chose qui apparaît quand même relativement marginal par rapport au groupement d'employeurs et par rapport auprès de personnel. Voilà, on est vraiment sur une approche très différente en termes de philosophie. Et bon, ça existe, sachez-le, quoi. Voilà sur cette troisième solution. Donc nous, par rapport à un petit peu les fondamentaux la commande qui nous avait été assignée, voilà comment on a bâti un petit peu notre argumentation. Donc on voudrait d'abord voir un petit peu si vous avez des questions à poser. Profitez-en. Donc là,
je ne sais pas, Arnaud, si tu as eu des questions. Non, j'ai pas de questions, mais on peut peut-être proposer là du coup peut-être de faire intervenir les gens. On sait qu'on a Ah on oui. a des experts aussi euh, dans la salle. S'il y en a qui veulent faire un petit témoignage vidéo, on peut peut-être rebrancher Allez, les, rebranchons. les vidéos. Ça nous permettra de vous voir. Moi, je suis toujours frustré de ne pas voir, de pas voir les gens. Mais oui, s'il y a des questions ou des prises de parole, moi je vous propose de mettre d'utiliser là le pouce, par exemple, pour ceux qui veulent parler. Puis ben, on essaiera de vous donner la parole. Le premier qui pose une question, Manuel Sour me l'a dit, gagne un week-end à Nevers. Oui, oui, bien sûr. Ça fait rêver. Ah, ça, j'ai rien dit. Hein. Mais vous, Isabelle, par rapport à votre expérience de GEC Transport, cette idée-là de collectif, est-ce que vous y retrouvez Ah bah, évidemment, puisque si on n'a pas le collectif sur les 3 dispositifs que vous avez proposés, s'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de suite, quoi. Parce que ce soit un groupement d'employeurs, un GEC ou le travail en temps partagé, si derrière vous n'avez pas les entreprises qui sont prêtes à prendre le personnel que vous avez avec vous, c'est pas la peine d'y aller. Et vous, ce collectif-là, comment vous le faites fonctionner? Vous êtes donc vous la directrice du GEC. C'est beaucoup de contacts. On a une chance, c'est que dans le transport, malgré le Covid, les besoins sont encore là. Hein, les besoins de main-d'œuvre en tant que conducteur sont encore là, que ce soit conducteur de marchandises, mais que ce soit aussi voyageurs et sanitaires également. On est toujours à la recherche d'ambulanciers et d'auxiliaires en but. Donc voilà, l'essentiel, c'est vraiment d'avoir un vrai maillage avec les entreprises pour connaître quels sont leurs besoins de main-d'œuvre, pour essayer d'être réactif. Le plus difficile, me semble-t-il, sur ces 3 dispositifs, c'est la non-projection des entreprises. C'est-à-dire qu'elles viennent vous voir le lundi pour me dire on a besoin de quelqu'un le mardi, alors qu'on sait pertinemment que si on prend un GEC, hein, il y a toujours une phase formation avant la mise à disposition. Donc, ce qui serait, dans le meilleur des mondes, le top, ce serait que nos employeurs puissent faire de la GPEC et viennent me voir en me disant, bon voilà Isabelle, on a besoin de quelqu'un en septembre ou en octobre. Mais ça, c'est dans le monde des bisounours. Maintenant, on dit le monde d'après. Voilà. Le monde d'après aussi. Positiver. Amandine, Okay. Peut-être un témoignage en tant que responsable de groupement? Oui, alors, désolée, il y a mes enfants à côté. Si ça crie, c'est normal. Hein, c'est pas, voilà. Oui, enfin, nous, on est un groupement, on a peu de salariés finalement. On est multisectoriel, mais en fin de compte, on est agricole pratiquement à 100%, à 99%. Après, je ne sais pas que dire de plus là-dessus. Effectivement, comme je rejoins Isabelle, hein, c'est vrai que si on pouvait être prévenu à l'avance, s'il pouvait être plus investi. Enfin, nous, notre gros souci, en fait, c'est qu'ils considèrent le groupement plus comme une boîte d'intérim, en fait. On met des salariés à disposition, point, ça s'arrête là. Et toute la partie où on est tous responsables, enfin, on adhère à une association c'est un peu oublié, quoi, cette partie-là. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup au début, puis après, à partir du moment où effectivement le groupement employeur ou le GEC est un outil parmi d'autres, c'est-à-dire il ne purge pas la capacité des entreprises de s'adresser à l'intérim, à faire du contrat de pro en direct. Bon, effectivement, il peut y avoir
cette idée que voilà, le GE sera là si jamais j'ai un besoin immédiat. Donc c'est vrai aussi que ce qu'on présente, c'est un cadre idéal qui marche quand même vraiment bien, parce que quand on observe quand même les gros employeurs, que ce soit les GEC, donc chaque année, il y a une enquête annuelle qui vient d'être terminée, là, je crois, et la plupart des GEC, pour ne pas dire la totalité, ont été labellisés. Et puis, on voit mal quand même sur l'aspect GE. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à partir du moment où l'étude de faisabilité a été bien conduite, il y a très peu de fermetures de GE et encore moins de fermetures liées à la responsabilité solidaire. Donc, je veux dire par là que c'est effectivement, il faut la récurrence du besoin, la saisonnalité, le besoin à temps partiel, enfin tout ce qu'on a évoqué. Mais une fois qu'on a franchi le cap de démarrer le groupement employeur, ça fonctionne. Alors, peut-être parfois il y a des hauts et des bas, mais quand même, moi, pour être depuis une vingtaine d'années dans le dispositif des groupements d'employeurs, j'observe que le nombre de groupements employeurs qui ont fermé, il est quand même de façon très, très marginale, quoi. Donc, me dit aussi que voilà, vous avez les difficultés que vous avez évoquées d'absence de projection des entreprises, ce qui fait que vous êtes aussi, vous, un peu derrière à toujours un peu, entre guillemets, galérer. Mais globalement, ça reste quand même un dispositif qui porte vraiment beaucoup de fruits, vraiment super, quoi. Et en revanche, Amandine, si tu me permets une précision, tu as évoqué le GE multisectoriel que vous portez, et vous portez aussi le service de remplacement agricole, qui est aussi un groupement d'employeurs, où là, vous avez une vingtaine ou une trentaine de salariés. Ah. Oui, parce qu'alors, on a parlé du GEC et du GE, enfin du GEC et du GE, oui, il y a aussi… Au niveau du service de remplacement, j'ai 4 salariés en CDI. Après, je tourne à peu près avec 70 salariés en CDD. Donc, effectivement, il y en a un paquet. Mais là, on répond vraiment à un besoin très, 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 très précis où c'est du remplacement d'agriculteurs uniquement, quoi, pour des motifs divers et variés. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a que nous et il n'y a que nous qui faisons ça, quoi. Donc effectivement, c'est vrai que ça fonctionne. Là, ça fonctionne vraiment bien. Oui. C'est fait que le service de remplacement, effectivement, on l'associe forcément au monde agricole, même si je crois il y a un service de remplacement de libraire, je crois, qui s'est monté en région Rhône-Alpes, avec un libraire qui va aller dans toutes les librairies adhérentes. Voilà. Mais effectivement, c'est vrai que le service de remplacement, c'est avant tout quand même le secteur agricole qui en est et à l'origine et le plus impliqué. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, je vois quelqu'un au fond. Non? Il y a une question de Valérie qui dit qu'elle n'a pas la main sur son retour en image. Alors j'essaye de réactiver sa caméra, mais je n'y arrive pas, je suis désolé. Mais donc, je vous lis ce qu'elle dit. Hein. Depuis un an, elle essaie de développer l'activité du GE dans lequel elle travaille et elle se rend compte que les entreprises ne connaissent pas du tout cette solution de recrutement et il est nécessaire de changer les habitudes de mode d'embauche. Enfin, on en avait un peu parlé, enfin, quand on avait travaillé avec toi, Manuel, la solution groupement d'employeurs, elle n'est pas simple et il y a certains prérequis pour que ça marche qui ne sont pas automatiques et qui doivent souvent être entretenus et souvent par un service. Hein. Isabelle en parlait, souvent, Amandine aussi,
au début, on a l'impression de prêcher un peu dans le désert. Mais l'idée, c'est justement de construire ce collectif. Et on s'aperçoit, on avait donné l'exemple des Landes à un des comités de pilotage, où c'est un GEC c'est la directrice d'un GEC qui a été sollicitée pour créer d'autres groupements d'employeurs et qui a réussi à créer un groupement d'employeurs dans une zone assez rurale des Landes et qui a, en 3 ans, créé 40 emplois. Quand il y a effectivement ce début de réputation qui se crée, que le groupement va permettre de trouver les bonnes personnes, quand on est salarié, que le groupement va faire attention à nous, à notre formation, qui va nous trouver des parcours, si on arrive à convaincre et à faire passer ce message sur un territoire, on va dire du côté entreprise et du côté salarié, eh bien après là, c'est presque une réaction en chaîne qui se passe. Jean connaît mieux GE+ que moi, mais je veux dire, en 3 ans, on est passé d'un seul GEC bâtiment à 4 structures de tête. 5 parce que on voit dans le domaine de la propreté, les premiers GEC qui étaient dans une logique quand on travaillait, Jean et moi, avec des GEC propreté, on avait en face de nous que des gens comme Amandine qui nous disaient mais les gens nous demandent que du jour pour le lendemain, c'est des mises à disposition de 4 jours, on n'y arrivera jamais, on veut les former, etc. Et maintenant, la branche propreté des GEC est non seulement une des plus dynamiques, mais les entreprises prennent à temps complet. Dans certains GEC, c'est plus de la moitié du temps, où une entreprise arrive et dit « moi, je vais prendre cette personne à temps complet ». Dans le domaine de la propreté, c'est une révolution il y a 10 ans, mais les gens, on aurait dit ça, nous auraient ri au nez. Enfin, et même plus, je pense, même que peut-être quelques insultes auraient peut-être fusé. Jean, qui a été très proche du monde de la propreté. Ah oui, je peux dire que les insultes, ça fuse. Voilà. Donc, dans un monde comme ça, très viril, entre guillemets, dans la mauvaise partie de la virilité de la propreté, eh ben, il y a eu un effort des grandes entreprises du territoire, de la branche, de la Fédé des GEC. Et quand on parle avec les directeurs de GEC qui sont pour beaucoup restés, ce travail de fond paye. Il paye vraiment, même dans des situations où on aurait pensé que ça n'aurait jamais pu marcher. La problématique, et alors peut-être que Ludovic et Samy peuvent nous en parler sur Limoges et Poitou-Charentes, mais c'est qu'il faut installer au départ et pas se tromper, pas faire comme si c'était une logique commerciale classique et qu'on allait faire du business as usual. Et si on arrive à créer cette dynamique et à vraiment avoir du côté technicien, du côté des entreprises, des porteurs, et ben ce cercle vertueux qui est un peu rabâché, etc., on le voit avec Jean, là, en 15-20 ans, on l'a vu se développer, pas nécessairement par des grands plans de développement qui sont annoncés au niveau national, mais parce que des acteurs de terrain, des entreprises, des associations, des collectivités locales ont créé ces habitudes de travail, ont montré que jouer le moyen terme, jouer le long terme, ça marchait, c'était rentable pour elles, et c'était rentable et c'était intéressant pour les salariés et pour le territoire. Et on a vu des tout petits GEC ou des GEC ou des GE en difficulté au départ se développer et maintenant signer 200, 300 contrats. Voilà, donc… Je n'étais pas trop lyrique, là, ça va? Non, ça va. C'est très bien. Ludovic, peut-être un commentaire sur… Ludovic, le pauvre, il arrive. Donc, Ah, bon, pardon. Mais vas-y. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Jean et Arnaud, vous voulez rajouter quelque chose? Non, nous, enfin, on espère surtout que ça a répondu à votre attente. Là, on était bien effectivement sur quelque chose des fondamentaux. Voilà, nous, on est un certain nombre autour de cette web rencontre à être persuadés que le groupement d'employeurs
et le prêt de personnel sont des solutions vraiment au top. Donc, on est vraiment… nous, on est content de voir que ça commence à diffuser, hein, puisque moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était quelque chose d'ultra marginal. Aujourd'hui, ben voilà, c'est quelque chose qui, certes, qui n'est pas encore complètement rentré dans les mœurs, mais qui commence à le devenir. Donc voilà, nous, on espère surtout que par rapport à vos interrogations, vos questions, on y ait pu y répondre. Et puis aussi, bah, peut-être vous dire qu'on ne termine pas avec aujourd'hui, aujourd'hui est la première étape Emmanuel peut-être va préciser les prochaines rencontres. Oui, effectivement, Jean. Juste avant, Ludovic, je crois que votre micro est rétabli, vous vouliez intervenir? En effet, je vais intervenir, mais pas pour dire grand-chose de plus que ce qu'Arnaud a pu dire, ou d'autres. En effet, c'est d'abord la dynamique d'un collectif sur un bassin d'emploi qui permet la pérennité d'un employeur ou d'un GEC. Mais du coup, il faut aussi donner du temps au temps, quoi. Effectivement, ça va passer de 1 salarié à 10 dans l'année, ou voilà, ce genre de choses. Mais on est vraiment sur la dynamique d'entreprise au sens large, sur un bassin d'emploi et une envie de faire ensemble. Oui, moi je dirais même par rapport à ce que vous dites, un GEC ou un GE qui passerait de 1 à 10 en une année, ce serait très certainement pour nous un indicateur à surveiller. Parce que voilà, ça va être forcément une montée en charge relativement lente. Voilà, il faut stabiliser, puis après on peut partir. Mais partir très rapidement, sauf de cas extrêmes, effectivement, on est plutôt sur des démarrages relativement limités. Voilà. Donc, comme Jean l'annonçait, je vais moi aussi vous annoncer notre prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous qu'on vous propose, donc mercredi prochain, le 8 juillet, à la même heure, où Jean et Arnaud aborderont le sujet du temps partagé, mais comme amortisseur de crise. Pourquoi le temps partagé? Les groupements d'employeurs, les GEC, ont été une solution à la fois pour des salariés et pour des entreprises. Ensuite, à la rentrée, nous proposerons à nouveau trois web rencontres, mais plus thématiques. Une sur les groupements d'employeurs et les groupements employeurs insertion qualification dans le domaine des services à la personne. Un autre sur les groupements d'employeurs insertion et qualification dans le domaine de la viticulture. Donc ça, ce sera dès que les vendanges seront terminées à Sancerre et Pouilly. Et puis un troisième sur les micro-groupements d'employeurs. Les dates ne sont pas encore déterminées, mais vous serez tenus au courant de ces prochaines rencontres. Et puis dès demain, je vous enverrai les liens pour si vous souhaitez vous inscrire pour la rencontre du mercredi prochain. Voilà. Bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on arrête là. Si une dernière chose, on vous enverra à la fois le support et le lien pour retrouver l'enregistrement de cette web rencontre. Merci à tous. En tous les cas, merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous, merci Jean, merci Arnaud. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bon. Manuel, à bientôt. Oui, à bientôt. Je vous appelle, on se rappelle bientôt. À bientôt. Au revoir.